Et du coup, on arrive début février où on installe le Grand Palais. Mais on installe le Grand Palais, c'est des kilomètres carrés de moquettes dans différentes couleurs, Alors, c'est des déjà, centaines faut de dire lumières. que la mise en scène de la Oui. scénographe, c'était une reconstitution des appartements. Oui, c'était une reconstitution stylisée de ces appartements. Et Exactement. adaptée pour le public. Et adaptée aussi pour le La public. circulation. On avait prévu effectivement que tout soit mis sur même des très petits piédestals pour pas que les gens touchent les meubles, c'était qualité Oui, muséale. parce que pour la sécurité, comment tu fais La sécurité, c'était complètement fou. On avait toute une équipe de sécurité, on avait un ordre de passage pour que les gens puissent visiter sans s'arrêter presque. Et tout ça, c'était showtime. C'était avec une organisation où on voyait Pierre Berger tellement convaincu qu'il faisait peut-être tous les 2 jours des discours avec toutes les équipes où il parlait de sa vision, etc. Où 13 000 mètres carrés où chaque centimètre carré compte. Je crois qu'il y avait 5, 6 catalogues ou 7 catalogues dans un coffret où François Driclès a lu toutes les virgules, tous les points, toutes les prévenances, toutes les expositions, tout. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un travailler autant de ma vie, jamais. C'était ça la force de Pierre Berger, c'était nous motiver tous à donner le meilleur de nous. Le premier jour de montage, on avait déjà des gens qui frappaient à la porte du Grand Palais en nous disant « Je dois tout voir maintenant, je repars à New York demain, laissez-moi rentrer ». Enfin, ça commençait à être la folie. Et donc, ça y est, on a installé tout, on ouvre nos portes, on a eu tout le CAC 40 français qui normalement Ne vous regardez même pas. ne regardez même pas, à part un ou deux qu'on connaît tous, mais les autres en général ne venaient pas. Là, on a eu tout le monde est venu. Tout le monde avec des protocoles différents, donc il fallait les laisser seuls, leur adresser la parole uniquement s'ils nous parlaient. C'était assez intéressant. Et on ouvre au grand public. Donc on ouvre une collection hyper sophistiquée d'un couple célèbre homosexuel à la France. Et là, gratuitement. Et là, tu as des files d'attente qui font tout le tour du Grand Palais et tu as 4-5 000 personnes qui attendent tous les jours 4-5 heures avant de rentrer dans l'exposition. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Ça va péter. Ça va péter. Non, mais c'est quand même... C'est fou. Et il pleuvait. Enfin, on est quand même au mois de février. Non, et les gens faisaient la queue. Et de tous les milieux, de toute origine, les gens voulaient voir cette exposition. Je me souviens d'être allé chercher un client à Roissy, qui arrivait avec son vol, etc. Et dans le taxi vers le Grand Palais, le client suisse une femme me disait « Thomas, c'est pas le moment d'acheter en ce moment, tout sera à moitié prix, dans quelques années, on annonce la fin du monde, est-ce que j'ai vraiment la tête à ça en ce moment d'acheter des tableaux, etc. » Et on est arrivé au Grand Palais, et là, il y a une mer de foule. C'est bourré à craquer, les gens font la queue, etc. Et là, elle se dit « Mais c'est quoi ça ?» Je dis « C'est l'exposition Saint-Laurent. » Et là, il n'y a plus rien à dire. Là, elle est scotchée. Enfin, c'est une queue qui est 100 fois plus que la grande rétrospective Picasso au Grand Palais ou que les grandes expositions qu'on voit. Enfin, c'est inimaginable. Une espèce d'engouement complètement dingue. À tel point que donc moi j'arrive, je rentre évidemment par l'entrée Christie's et je l'emmène dans les salles. Elle voulait voir des Mondrian et le collage de Matisse qui était merveilleux. C'est ça qui était beau, ce collage. Il était beau, hein. Et là, on n'y arrive pas. Donc, on a dû prendre les tableaux et les enlever parce qu'il y avait trop de foule. On n'arrivait même pas à voir les tableaux. L'objet, évidemment, était très convaincant parce que les œuvres étaient absolument magnifiques. Mais le buzz et l'engouement du public français qui rendait hommage à Yves Saint-Laurent, c'était quand même hyper touchant et tu sens qu'il y a un grand moment qui est en train de se passer. Alors, pendant l'exposition, il y a eu 2 événements. Il y a eu le désastre total et il y a eu un événement magnifique. Pour moi, en tout cas, c'est que Pierre Berger m'a dit « Thomas, vous venez à la Fondation et je vais vous montrer les collections de Saint-Laurent. » Je suis allé à la Fondation comme un crétin en disant « J'ai rendez-vous avec Pierre Berger pour aller voir les collections Saint-Laurent. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et le directeur de Philippe Munier m'a amené au dernier étage de la Fondation où là, dans des salles entières réfrigérées, tu as toutes les collections de Saint-Laurent. C'est-à-dire que Saint-Laurent ne vendait jamais le premier modèle. Les robes, parce que là, on parle de la collection haute Saint-Laurent couture, depuis tout à l'heure. La Fondation, donc toutes les robes, tous les tailleurs, tous les smokings, la robe Matisse, la robe Braque. Et les originaux. Tous les originaux étaient là. Tous. Chaque modèle. Chaque modèle. Tu sais, il y a eu dans les années 80, il a fait, moi j'y connais rien, mais toute une période safari. Il y a toute une... Et là, tu avais
je sais pas, tu avais 200 vestes, tout sur des cintres, avec du plastique, tout dans des lignes, des rangées. Magnifique. Et tu réalises que c'est un des grands génies du XXe siècle. Tu vois que la mode n'est pas un art avec un grand A, mais les créateurs sont des artistes. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Ça, c'était le côté waouh, où j'étais vraiment très très content. Ensuite, je vous ai dit que lorsque j'ai visité l'appartement de Pierre Berger, il y avait ces 2 fameuses têtes chinoises. Le lièvre et le rat, donc c'est des têtes en bronze absolument magnifiques qui datent, je crois, du 18e, qui se trouvaient au palais d'été de Shanghai de l'empereur chinois et qui formaient une fontaine de signes zodiaques chinois. Chaque animal était représenté par une tête en bronze et toutes les 2 heures, chaque tête crachait de l'eau à tout retour et ça faisait 24 heures. C'était une fontaine horloge basée sur des signes astrologiques. Exactement. Et pendant la seconde guerre de l'opium des Anglais et des Français contre la Chine, les Français et les Anglais en 1860 ont brûlé le palais entièrement et ils ont volé les têtes. Et depuis des années, le gouvernement chinois, depuis les années, je crois, 80, depuis que la première tête a ressurgi, a réapparu, le gouvernement chinois a dit ces têtes nous ont été volées, on veut les récupérer toutes. Parce que ça fait partie aussi d'une politique culturelle chinoise très forte, très forte, dès cette époque-là, où chaque Chinois qui réussit est censé tout faire pour rapatrier le patrimoine chinois qui est partout dans le monde. Exactement. Et pour le et ça, c'était vraiment très important. Tout ça, on l'a appris par les journaux. Oui, parce que vous aviez les 2 têtes en bronze très belles chinoises, mais quand vous les avez découvertes... Pierre Berger nous a dit que vous allez avoir des problèmes avec ces têtes. Et à ce stade-là, en 2009, je crois qu'on avait déjà retrouvé la tête du cheval, qui avait été achetée par un collectionneur chinois qui l'avait rendu à son pays. On avait trouvé le porc, et il y a un 3e animal dont on avait trouvé. Le singe, peut-être. Il y avait 3-4 têtes qui avaient été retrouvées. Et depuis lors, je crois qu'ils en sont à 6 ou 7. Donc il y en a encore 5 qui manquent. Après, eux, ils les avaient achetés de bonne foi. Oui, ils les avaient achetés de bonne foi. C'est toujours ça le problème. Encore une fois, c'est une spoliation. Et on les estime chacune, je ne sais pas, 6 ou 8 millions d'euros. Enfin, c'est pas rien non plus. En plus, un des lots les majeurs de la vente. C'était un truc star. Et du coup, on apprend que la Fondation du patrimoine de la Chine porte plainte pour essayer de faire en sorte qu'on retire les 2 têtes. La presse commence à en parler de l'exposition et de la vente et qu'elle soit rendue à la Chine. Apparemment, je ne les ai pas vus, mais il y avait des manifestations qui s'organisaient en dehors du Grand Palais par des élèves chinois qui étaient présents à Paris, qui disaient rendez les têtes, etc. Et du coup, Pierre Berger a décidé de faire un communiqué de presse. A dit, je vais mettre un terme à tout ça, j'aimerais faire un communiqué de presse. C'était l'époque où la Chine commençait à devenir très importante, où Christie's venait d'obtenir les autorisations de partenariat avec un commissaire-priseur chinois pour pouvoir s'installer à Pékin ou à Shanghai, je ne me souviens plus à l'époque, mais c'était vraiment le début. Et là, pour expliquer, on n'avait pas le droit de faire de vente aux enchères étrangères en Chine. Exact. À ce moment-là, en 2009. Exact. Donc la première étape, c'était cette joint venture avec la maison de vente chinoise. Exactement. Et on était aux prémices de ça, où ça nous a pris des années d'obtenir du gouvernement l'autorisation de le faire, etc. Le début de quelque chose. Pierre Berger prend la parole et dit « C'est très simple, si la Chine accepte les droits de l'homme, je rendrai les 2 pièces à la Chine. » Bon. Et là, j'ai vu notre PDG qui est devenu blanc en disant « Ça va être un cauchemar ». Et effectivement, je crois que Christie's a temporairement, on a retiré notre licence de collaboration en Chine. Oui, ça a été un truc politique. Et ça a été quelque chose de politique, où évidemment cette citation de Pierre Berger, ça a excité tout le monde encore plus. Et on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais légalement, on a eu le droit de les vendre. Donc elles ont été vendues. Donc elles ont été vendues. Elles se sont vendues 14 millions d'euros chacune. Mais elles ont été achetées par un Chinois qui a disparu après la vente et qui est rentré en Chine, qui était basé à Hong Kong, qui avait son business à Hong Kong et que Christie's connaissait, et qui est parti en Chine, et de la Chine, il a annoncé qu'il avait enchéri pour le compte du gouvernement chinois et qu'il n'avait absolument aucune intention de les payer. Et c'était sa façon à lui de saboter la vente.
Je me rappelle qu'après, les têtes, elles étaient dans la réserve. Elles sont restées chez Christie's pendant longtemps, et finalement... Dans un petit coin, et les petites têtes. Moi, je voyais ça depuis Hong Kong, tout ça, parce que moi, j'ai joint Christie's en janvier 2010. Ouais. Et c'était... Donc, François Curiel était arrivé en même temps. Bien sûr, ça continuait. Ça continuait, et lui, il gérait ça, il gérait aussi la politique avec, du coup, la Chine... pour pouvoir faire des ventes là-bas, etc. Donc moi, je suivais tout ça. C'était un énorme problème. Et ça soulignait encore les différences entre le monde anglo-saxon des ventes aux enchères et la mentalité franco-française. Où Pierre Berger, il disait ce qu'il avait envie de penser, il avait peur de personne. Et ça, les Anglais étaient toujours là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est violent, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, etc. Et finalement, c'est l'actionnaire principal de Christie's, François Pinault, qui a racheté les deux têtes, et elles ont été par la suite rendues à la Chine. Mais des années plus tard. Un geste d'appel. 2011, bien plus tard. Oui, mais bien plus tard que ça, je crois, je sais plus. Mais bon, du coup, c'était quand même aussi une façon de mettre un point final à cette histoire en disant l'âge de guerre. Les têtes retournent en Chine. Et là où elles doivent être finalement. Oui, c'est ça. Exactement. Et depuis, Christie's a ouvert en Chine aussi. Exactement. Donc il est bien qu'il finit bien. Le soir de la vente, c'était complètement fou parce que d'abord la salle était pleine, donc toute la nef centrale, la partie centrale de la nef où il y avait eu la fontaine, tout ça avait été juste derrière. On avait installé tous les sièges et tout le monde était présent. Je sais pas, il devait y avoir 1000 personnes. Et du coup, on décide de réinstaurer le smoking pour la vente du soir. Ah oui. Parce qu'on avait arrêté de le faire. Oui, parce que c'est quoi la tradition normalement? C'était de porter un smoking pour tout le staff de Christie's lors des ventes du soir, lors des grandes ventes. Et on avait arrêté ça. Et robe du soir. Et robe du soir, bien sûr. Il y a également des femmes dans le staff. Et je pense qu'on avait arrêté une dizaine d'années d'avant. Enfin, je me souviens au tout début de Christie's, oui, c'était 10 ans avant, où on portait toujours des smokings, et après on avait arrêté, je pense en 2000 ou une chose comme ça. Et là on a tout de suite compris au bout du lot numéro 5 que tout allait exploser. Et c'était pas tellement, ce qui était impressionnant, c'était pas forcément le nombre d'enchérisseurs, c'était l'acharnement absolu. Des collectionneurs qui nous disaient, bon, à 10 millions d'euros, Thomas, je m'arrête, je continue pas, je peux pas continuer. Et à 25, ils disaient, allez-y. On disait, mais vous vous rendez compte, c'est 25 millions d'euros, on continue? Oui, on continue. Beaucoup d'enchérisseurs étaient dans la salle, c'était déplacé pour l'occasion. Oui, il y avait un bon mélange, mais alors les gens dans la salle misaient au téléphone avec nous, malgré le fait qu'ils soient dans la salle, parce qu'ils ne voulaient pas être vus en train de miser. Enfin, il y a toujours un jeu de discrétion, surtout dans le climat dans lequel on vivait, qui était quand même la Grande Dépression, t'as pas envie de faire un peu le profile, genre je lève pas la main pour des millions devant tout le monde. Je sais pas, c'était 4-5 jours de vente où les ventes duraient, parce qu'il y avait tellement d'enchères que chaque lot prenait 1 minute montre en main. Donc en fait, tout était reculé, tout était décalé, parce que ça prenait du temps, parce que c'était record après record après record après record. Enfin, c'était assez fou. Moi, je me rappelle, en tant que stagiaire, c'était mon première vente à laquelle j'assistais presque. Et mon c'est pas mal quand même. C'était d'être sur les escaliers, tu sais, t'avais donc l'estrade du commissaire-priseur était entre les deux grands escaliers qui montent, et donc il y avait une stagiaire sur chaque branche de l'escalier face aux enchérisseurs, et on devait spotter parce qu'en fait il y avait tellement de gens dans la salle qu'il fallait essayer de comprendre un peu qui allait enchérir, aider le commissaire-priseur qui pouvait pas. Il y avait un nombre quand même d'enchérisseurs dans la salle. Il n'y a jamais de vente avec autant de public et autant d'enchérisseurs. C'est la plus grande salle jamais organisée pour une vente aux enchères en termes de place assise. L'œuvre peut-être la plus emblématique de la vente Saint-Laurent, c'est son Mondrian de 1922, donc composition bleu, rouge et jaune, qui est une composition extraordinaire. Pourquoi? Parce que 30 ans avant l'avoir acheté, Yves Saint Laurent avait fait la robe en 65, la fameuse robe Mondrian. Oui. Donc ça aussi c'était intéressant parce qu'on a appris effectivement que quand il a fait la robe en 65 pour, je crois que c'était la collection au début 66, printemps 66, évidemment ils n'avaient pas du tout les moyens de s'acheter un Mondrian déjà à l'époque, et ils l'ont acheté 20 ans plus tard. Et c'est un Mondrian qui est en plus dans un format vertical exactement comme la robe, qui était extraordinaire, qu'on avait estimé 7 à 10 millions d'euros. Petit bras. Parfait état, trouvé par Alain Tarica, pas réentoilé, pas verni, pas retouché. Et il a fait 21,5 millions d'euros. Record du monde pour Mondrian. Il y avait un tableau très important, c'était les coucous de Matisse, qui était une grande nature morte de fleurs. Et ça, c'était assez impressionnant parce que c'était un tableau de 1911 chez Matisse, qui est une période très très rare, qui est juste après la sortie du fauvisme. Et c'est un tableau qui parlait particulièrement à Saint-Laurent, parce que Saint-Laurent collectionnait les tissus. Notamment quand il allait au Maroc, il ramenait beaucoup avec lui des tissus.
Dans cette composition, on dirait que c'est un bouquet de fleurs. La vraie composition, c'est la juxtaposition de la nappe sur laquelle le bouquet de fleurs est posé et le papier peint au dos. Et dans des couleurs absolument incroyables, de violet, de rose bonbon, enfin, hallucinant. Et là, c'est assez rare de trouver des tableaux de Matisse de 1911. On savait déjà à l'époque que les collages valaient beaucoup d'argent, que les tableaux fauves valaient beaucoup d'argent, mais que ces tableaux un peu entre deux, hyper importants historiquement, on ne savait pas trop. Acheté avec Tariqa aussi Acheté avec Tariqa, ouais. Et vendu presque avec Tariqa. Je me souviens, Tariqa nous a appelé un soir en nous disant j'aimerais amener quelqu'un de très important au Grand Palais, est-ce que c'est possible de le faire après la fermeture, etc. Et il est arrivé avec une dame très âgée qui marchait très lentement et ils se sont dirigés directement. Elle connaissait très bien Yves Saint Laurent, elle connaissait très bien l'intérieur de la New Babylone, donc elle n'avait pas besoin de tout revoir, et elle est allée directement vers le Matisse. Et elle a sous-enchéri, alors là il ne faut pas que je me trompe, elle a sous-enchéri jusqu'à 30 millions d'euros, le tableau faisant 35 millions d'euros, donc malheureusement elle ne l'a pas eu. Pourtant, c'était un bel effort. C'était un bel effort. Merci de la participation. Et record du monde pour Matisse. Et record du monde pour Matisse. Boom. Il y avait également le fameux fauteuil de Helen Gray. Alors moi, je ne connaissais pas Helen Gray en 2009, qui est un designer extraordinaire et un artiste complètement fou du début du XXe siècle. Enfin, on peut dire une même, non ? Une artiste, exactement, une artiste du XXe siècle. Je fais un peu ma féministe pendant cet épisode. Et ça, c'est important parce que ça ne concernait pas mon domaine, mais ça m'a beaucoup marqué, parce que c'était un fauteuil au dragon qui a été fait en 1919 par Helen Gray, qui avait figuré dans Vogue Magazine, en plus, je pense, le fauteuil, comme extrêmement novateur. Et moi, je me souviens, nous, on posait nos affaires sur le fauteuil quand on rentrait dans le salon pour prendre les mesures des tableaux, pour les photographies, sans avoir aucune idée de ce que le fauteuil représentait. Alors, pour mémoire, le fauteuil était estimé 2 à 3 millions d'euros. Quand même. Et c'est vendu pour 21 millions d'euros. 21,9, 28 millions de dollars. Record du monde pour n'importe quel mobilier ou meuble de tous les temps. Il y avait une suspension de Helen Gray qui se trouvait dans un couloir de l'appartement rue Babylone, totalement obscur, parce qu'on n'allumait pas, évidemment, la suspension d'Helen Gray devait rester dans le noir, donc ça ressemblait à pas grand-chose. Estimée 600-800 000 euros, elle datait de 1925, la suspension, et elle a fait 3 millions d'euros. Voilà. Donc pour une artiste dont tu n'avais jamais entendu parler, c'est assez remarquable. C'est quand même pas mal. Ensuite, il y avait une pièce unique assez extraordinaire, le bar de la Lanne, qui date de 1965. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était, comme nous a expliqué Pierre Berger, c'était donc un bar unique qui était le bar YSL de Saint-Laurent, et qui avait été fait à une époque où la Lanne n'était pas connue encore. Donc sur mesure pour Yves Saint-Laurent. Sur mesure, mais c'est une des premières commandes que la Lanne a reçues de Saint-Laurent en 65. Donc c'était pas la période opium où il y avait beaucoup de moyens, où on achetait ce qui était cher et à la mode, pas du tout. Mais c'était un peu de leur premier un de leurs premiers achats en 65. Pour montrer qu'ils avaient quand même du flair. Parce exactement. En gros, ils ont fait une petite demande à un menuisier local. À peu près. Alors, ce qui est fou, c'est... Ils ont misé sur le qui est devenu la Lanne. Moi, je descends au rez-de-chaussée, je vois le collage de Matisse, je vois les 3 Mondrian. On ne voit jamais 3 Mondrian dans une collection. Un, c'est déjà un miracle, mais 3, c'est pas possible. Et là, François me dit, regarde ce bar où je vois des bouteilles, etc. Il me dit, ça va péter. mais c'est qui ? Enfin, je connaissais un peu la Lanne, mais pas tellement que ça. Oui, c'était pas la folie que c'est devenu. Ah ben non, il faut bien comprendre que tous les prix ont changé après la Lanne Saint-Laurent. Donc les moutons, tout ça... Tout a changé, pas seulement de la Lanne, de Helen Gray, de Mondrian, ça a établi des records mondiaux dans tous les domaines. Point. Donc le bar de la Lanne, estimé prudemment 200-300 000 euros, où François pensait que c'était une hérésie, c'était tellement bas, c'était ridicule, et il avait raison parce qu'il s'est vendu 2,7 millions d'euros, le bar de la Lanne. Record du monde pour la Lanne. Donc dans toute la vente Yves Saint-Laurent, combien de records sont encore valables aujourd'hui ? Bonne question. Je crois que tous ont été dépassés. Oh non Tu nous brises le cœur. Matisse, tu penses ? Non, Géricault. Géricault est resté. Je crois que c'est 18 millions d'euros, une chose comme ça, je crois que ça s'est resté. De Chirico est resté, le record du monde pour De Chirico est resté. Le record du monde pour la Lanne aujourd'hui, c'est 8 millions d'euros pour tout un troupeau. Donc ça, c'est encore autre chose. Mondrian, il y a eu des Mondrian qui sont sortis depuis et qui ont eu un ou deux à dépasser, mais je crois que c'est le second
plus haut prix pour Mondrian. Matisse a été dépassé avec la vente Rockefeller, donc juste une enchère de plus. Et évidemment, le record qui reste, c'est un record qui, à mon avis, ne sera jamais battu, c'est l'œuvre de Duchamp. L'œuvre de Duchamp, qui est en fait une bouteille de parfum de l'époque, de 1910-1920, et c'est une parodie dont l'étiquette de la bouteille de parfum a été éditée et faite par Man Ray. Man Ray qui s'est déguisé et qui apparaît en photo, donc en médaillon sur l'étiquette de la bouteille de parfum, comme la belle haleine. Donc la belle Hélène, mais c'est écrit la belle haleine. Donc toute l'œuvre est dans un petit coffret qui ressemble un peu à un cercueil, tout petit coffret comme ça. Mais toute l'œuvre est une sorte de parodie du Dada et une œuvre très importante de Duchamp. Et ça a été l'œuvre, je pense, qui a suscité le plus d'engouement des Américains. Tout autant on a ressenti que pour les Mondrian, pour le Brancusi, pour bon nombre de ces œuvres, il y avait quand même pas mal de collectionneurs européens qui se sont battus. Le Duchamp était vraiment un effort américain très très important. Parce qu'il y a une raison particulière, est-ce que Duchamp... Oui, alors il y a une raison particulière parce que figurez-vous que alors, quand on pense à Duchamp, on pense à l'urinoir, on pense à la chose métallique pour sécher les bouteilles, le porte-bouteille, ou à certaines de ces grandes compositions qui sont au musée de Philadelphie, ce qu'on appelle des ready-made, des objets déjà faits. Et en fait, tout ce qui se vend aujourd'hui sont des rééditions des années 60. Les objets, même purs Dada de 1920 créés par Duchamp, ont tous été détruits, ont disparu, et dans 99,9% du temps, on voit des rééditions des années 60 qui sont certes fidèles à l'original, mais qui ne sont pas l'objet original. Tandis que là, pour une fois, on avait un vrai objet Dada de Duchamp. Donc à l'époque, on avait estimé 1 à 2 millions d'euros, et il a fait plus de 8 millions d'euros, donc 8 fois son estimation, record du monde. Alors le Brancusi était intéressant, parce que c'était le portrait de L.R. L.R. était un personnage très mystérieux, c'était une muse collectionneuse marchande, on ne sait pas trop, c'était Léonie Ricou, en fait, qui entretenait une amitié très forte avec Brancusi et qui était connue pour avoir une collection, mais on n'a jamais su exactement le contenu de sa collection et ce qu'elle avait vraiment. Et ça, c'était une œuvre que Brancusi lui a dédicacée, et qui était un totem en bois de 1 mètre de haut environ, ou 80 cm, assez impressionnant. Et très inhabituel parce que c'est pas l'oiseau dans l'espace, c'est pas une tête ou une muse en marbre ou en bronze de Brancusi, c'est pas une Madame Pogani, c'est encore un sujet assez atypique et une pièce unique, et donc on n'était pas sûr de sa valorisation, et elle a fait un prix record. Je dois vérifier le prix parce que je ne m'en souviens plus. Oui, 30 millions d'euros. Voilà, 30 millions d'euros aussi. Tout simplement. Mais c'est drôle parce que justement ce côté un peu qui peut paraître obscène des enchères où des milliardaires dépensent des sommes absolument gigantesques pour une œuvre d'art, tandis qu'il y a beaucoup de pauvreté dans le monde, c'est totalement en décalage. Je crois, et surtout en pleine période de crise économique, je crois que le fait que la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ait eu l'aval du grand public français, que les gens ont vraiment fait la queue pendant 5 heures pour aller voir cette collection, je pense que la collection a été vraiment perçu comme un élément à ne pas rater, et comme un élément qui avait l'approbation de tout le monde. Le patrimoine français. Comme le patrimoine français. Et en fait, les collectionneurs sont devenus presque des mécènes. Exactement. Ils venaient enchérir, mais ils venaient garder ces trésors. Exactement. Donc il y avait une notion de trésor, une notion aussi de reconnaître à la mémoire de Saint-Laurent, du créateur qu'il a été. Oui, lui rendre hommage aussi. Et un énorme hommage à, encore une fois, la France vraiment à son meilleur. Et c'est le souvenir que j'ai j'ai pas connu Saint-Laurent, mais de Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, de la vente de leur collection, c'était la France à son meilleur. On avait une conférence de presse à la fin de la vente, où on était tous assis sur une table face aux journalistes, et la première question que me pose le premier journaliste, je crois que c'était Valérie Duponchel du Figaro, me dit pourquoi est-ce que le Picasso est resté invendu. Parce qu'effectivement, le fameux Picasso qu'on avait estimé trop cher, on n'a pas vendu. C'est le seul lot, un des seuls lots, non ? Ouais, je crois que c'est le seul lot qui est resté invendu. L'estimation, c'était quoi ? On avait mis 25 millions d'euros. Et toi, tu voulais quoi ? Parce que pendant que tu négociais avec 18.
C'était trop en fait. Je pense que et je pense qu'au final on a réussi à avoir une réserve de 23, mais on n'a pas vendu. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut beaucoup plus, parce qu'évidemment, tous les prix ont tellement augmenté en 10 ans que finalement, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui était sympa, donc le journaliste gentiment me pose une question quand même un peu embarrassante. Et là, c'est Pierre Berger qui prend la parole et qui dit « C'est la première question que vous posez à M. Seydoux, on dit qu'il vient d'établir 10 records du monde. » Et j'ai trouvé ça sympa de sa part, qu'il vienne m'aider. Oui, en plus, comme quoi, il t'en tenait pas rigueur non plus. Exactement. Donc ça m'avait touché sur le moment qui vient de ma rescousse. Et puis, 7 ans plus tard, je l'avais pas revu. Pendant 6-7 ans, et je me souviens on était à un événement, je crois que c'était une remise de Légion d'honneur, une chose comme ça, où moi j'étais un peu là par hasard, et je l'ai vu du coin de l'œil et j'ai fait semblant de rien, et en fait lui a fait les 20 mètres nécessaires pour venir vers moi en me disant « Thomas, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, j'ai vraiment des bons souvenirs d'avoir travaillé avec vous et tout », et ça m'a beaucoup touché parce que Pierre Berger il rencontre des milliers de gens et c'était vraiment un beau moment, et je suis content que pour lui aussi ça a été un beau moment. En même temps, lui, c'était sûrement aussi l'événement de sa vie, cette vente. Oui, je crois. Je crois que c'était une étape vraiment importante. De sa vie, la collection dont il séparait, c'était quand même... Ça doit être quand même assez exaltant de collectionner pendant 30 ans, et quand tu mets en vente, ça fait des prix records, et tu vois que les gens s'arrachent ce que toi tu as choisi, ton choix. Oui, avec des goûts qui n'étaient pas forcément les goûts de passe-partout de l'époque, donc du coup c'était aussi une prise de risque. Je crois que ce qui est incroyable chez Pierre Berger, c'est cette volonté de se différencier des autres, toi, de faire la vente non pas à New York, comme tout le monde, tous les collectionneurs français, on dit on va vendre à New York, lui il dit non, on va vendre à Paris. Enfin, c'est lui qui dictait un peu les règles. Qui fait sa recette. Et ça marche. Et ça marche. Ça a pété. Et ça marche. Et Pierre Berger était content à la fin. Oui, super content. Pierre Berger était vraiment très très content. Ému ou pas ? Oui, je pense très ému. J'imagine que pour lui, ça a dû être comme les grands défilés de Saint-Laurent. Tu vois, un de ces événements qui restera et qui marquera à jamais l'histoire de la France, et un de ces événements qui est un marqueur de l'histoire. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a tous eu. Jamais est-ce que j'ai vu aux États-Unis une vente comme le Grand Palais, une scénographie comme ce qu'on a organisé au Grand Palais. Jamais on a vu autant de records du monde faits avec autant d'élan, autant de passion. Et jamais on a vu un collectionneur qui collectionnait dans tellement de domaines des choses d'une qualité aussi extrême. Jamais. Et c'était pas son métier. Son métier, c'était la haute couture. Donc c'est chapeau, un grand moment.